vous recevons Éric Pérard. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Patricia. Je peux avoir le livre parce que je ne l'ai pas eu, on va tous dire. Ce livre s'appelle « Les chemins de l'aube ». Je vous le montre, mais vous allez le voir également qui s'affiche la couverture à l'antenne dans votre petite maison d'édition. Et c'est vous, Éric Pérard, qui avez été chercher ce texte extrêmement émouvant. On rend hommage, on salue le travail de notre consoeur du monde, Ariane Chemin, qui a fait un grand papier sur Sylvain Vergara. C'est un peu tous ces textes très connus au sortir de la Seconde Guerre mondiale, d'Elie Wiesel à d'autres. Et c'est la même chose, sauf que c'était inconnu. Et vous avez été le chercher chez cette famille et vous le publiez. Alors en fait, c'est un livre qui n'aurait jamais dû exister. Il n'aurait jamais dû exister parce que l'auteur est entré à 18 ans dans un camp d'extermination à Buchenwald, comme Nacht und Nebel, c'est-à-dire qu'il devait être exterminé. Et puis il rappelez son âge, parce que vous avez tous les documents, il avait 15 ans, je crois. Alors il a commencé sa résistance assez tôt, puisqu'il était fils du pasteur Vergara, qui est juste parmi les nations, et qui a sauvé des dizaines d'enfants juifs. Et Sylvain Vergara, son fils, dès ses 16-17 ans, a aidé son père. Et puis à 18 ans, lorsqu'il était en internat, il a été arrêté et il faisait partie, on le sait maintenant, mais on le sait depuis 2 mois seulement, il faisait partie de l'OCM, qui était un groupe de résistants. Si jeune, hein. Si jeune. Donc on a un gamin de 18 ans qui, avec ses copains de 18 ans, font sauter des rails pour dérailler des trains allemands. Et il se retrouve. Alors, tout à l'heure, en vous accueillant, je trouve que de ce que Ariane Chemin a publié dans Le Monde, d'abord, c'est parfois très poétique, c'est bouleversant. Et on pense aussi à Primo Levi parce que la famille de monsieur Vergara dit qu'elle l'a souvent vu pleurer. Sa femme explique qu'elle a dérobé auprès de ses enfants des images de pendus qu'il avait tracées au charbon, ouais. Parce que ces visions de mort et cette noirceur l'ont suivi tout au long de sa vie. Toute sa vie, effectivement. Alors, on a un contraste étonnant entre une expression presque poétique de son passage dans le camp et puis une vie qui a été sans arrêt marquée par ce souvenir que lui portait tout seul, qu'il ne partageait avec personne. Il faisait quand même écrire à ses enfants comme profession du père, déporté. C'est quand même terrible, terrible. Son père, à lui, qui a été un grand résistant et injuste parmi les nations, n'arrivait pas à le comprendre et lui ne le comprenait pas. Et un jour, il a fini par expliquer, il a dit à son père, « Tu ne peux pas comprendre, tu n'y étais pas ». C'est là qu'on mesure toute l'angoisse de ces déportés qui sont rentrés et à qui personne ne parlait parce que ça n'intéressait personne. Il y avait trop de honte, trop de mauvaise conscience. Et très rapidement, d'ailleurs, et Ariane le mentionne dans son article, les récits de camp ont disparu de chez les éditeurs. Alors, on rappelle, pour donc Les chemins de l'aube, publié dans votre maison d'édition. C'est Ampélos, c'est bien ça. Ampélos. Sylvain Vergara, donc ce monsieur n'aura pas vu la publication de son livre. Sylvain Vergara est parti en déportation à son adolescence. Quand il est rentré, il a voulu écrire. En tout cas, c'est quelque chose de cathartique aussi. Il a dû écrire et il a essayé toute sa vie, Éric Pérard, de publier et on n'a pas voulu. On n'a pas voulu, malgré l'aide d'Elie Wiesel qui lui a dit « Vous devez publier ce livre. Ce livre est puissant. Les gens doivent lire ce livre. » Et à plusieurs reprises, Elie Wiesel a essayé de l'aider et personne n'en voulait. Pourquoi? Alors en fait, nous sommes dans les années 60. On est dans une période charnière. C'est la lettre, voilà, où juste on s'arrête sur cette image, c'est la lettre d'Elie Wiesel, me semble-t-il, à Sylvain Vergara, qui lui dit, voilà, 28/4/85, bien cher Sylvain Vergara, voilà, je vous retourne, je reviens vers vous, il faut publier ce texte. Elie Wiesel, une des voix quand même de la déportation, des survivants. Un prix Nobel. Mais nous sommes dans cette période charnière entre les années 60 et les années 90 où la déportation, la collaboration, les années noires ont bien sûr mauvaise presse
Et la France n'a pas encore complètement fait son retour sur son histoire. Donc, on préfère les héros de guerre, on préfère les héros, les gens qui ont gagné. Et on n'aime pas se voir rappeler que des dizaines de milliers de Français, et d'autres nationalités d'ailleurs, ont péri et certains ont survécu dans les camps. Alors celui qui deviendra un vieux monsieur s'est battu toute sa vie pour faire publier son texte. Une amie l'éditera à compte d'auteur. Comment vos itinéraires vont se croiser? Racontez-nous, vous, comment vous arrivez dans cette histoire, puisque c'est grâce à vous que ça, aujourd'hui, ça existe. Alors c'est grâce à toute une chaîne de mémoire. Chaîne, mais c'est vous qui le mettez là. Ouais. Alors en fait, c'est ce que vous mentionnez, c'est aussi la deuxième raison pour laquelle ce livre n'aurait pas dû être publié, c'est que quand cet ami a publié ce livre en quelques dizaines d'exemplaires pour Sylvain Vergara, il avait passé cette étape, il n'en voulait plus et il a tout brûlé. Il a brûlé ses manuscrits, il a brûlé ce que sa femme avait tapé à la machine, il a brûlé les livres que lui avait donnés son ami. Et heureusement, il en est resté 2 ou 3 exemplaires dans la famille. Et un ami, qui est un lointain cousin de la famille Vergara, de Nifort, entend parler de ce livre, m'appelle et dit « Eric, il faut que tu lises ça, c'est merveilleux, c'est étonnant. C'est un coup de poing dans l'estomac. » Et vous, donc vous le lisez? Je le lis, je dis effectivement, c'est un coup de poing dans l'estomac. On vous sent ému quand vous en parlez? C'est un livre qui ne laisse pas indifférent. Qu'est-ce qu'il a de plus, de différent par rapport à ce qu'on a pu... déjà, le fait que c'est extrêmement précieux parce que ces survivants sont de moins en moins nombreux. Mais au-delà de ça, c'était moi ce qui m'a frappé en lisant le reportage d'Ariane Chemin, c'est cette jeunesse fracassée, le fait d'y être allé. Qu'est-ce qu'il dit? Ça abaisse l'humanité, me semble-t-il, hein, c'est ça. Alors, on a un homme qui entre dans le camp, qui est un croyant et qui ne croit pas ses yeux de ce qu'il voit. Et donc, dans ce livre, toutes ses convictions s'effondrent. Et il le dit même à un moment, il dit « Je ne peux plus lire la Bible », même s'il y avait des Bibles qui circulaient dans le camp. Il y a encore à la limite l'Ancien Testament parce que ça parle de vengeance. Mais je ne peux plus lire le Nouveau Testament qui parle d'amour. On rappelle 250 000 personnes déportées de toute l'Europe emprisonnées à Buchenwald entre 1937 et 1945. On estime, ça c'est le mémorial de la Shoah, on estime qu'au moins 56 000 prisonniers hommes, dont 11 000 de confession juive, furent tués par les SS dans ce complexe concentrationnaire et très peu en sont sortis. Et Buchenwald, vous le rappeliez, c'était surtout des prisonniers politiques et lui, ce jeune homme, était, ce que sa famille a longtemps ignoré, était impliqué dans la résistance. Un homme jeune, un survivant, qui en a pleuré de ne pas être publié. Vous pensez à lui aujourd'hui? Nous en parlons souvent avec sa famille et ses enfants, puisque finalement, ce qu'il aurait aimé voir, c'est-à-dire que les gens lisent son témoignage. Ne cherchez pas à être publié pour être publié, il voulait simplement que les gens lisent son témoignage, bien sûr pour éviter que ça ne puisse se reproduire. Et effectivement, nous disons que Sylvain Vergara aurait été ému de voir que ce livre qui ne devait pas exister est depuis une semaine qu'il est sorti numéro 1 des ventes 20e siècle sur Amazon. Et ça peut parler, pardon, si la question est un peu abrupte, mais à des jeunes adolescents, tout le monde peut le lire, des jeunes d'aujourd'hui peuvent le lire? Alors en fait, c'est un adolescent qui a vécu ça. Et donc, il écrit comme un adolescent et ce sont des émotions d'adolescent. Vous le mettriez un peu comme Anne Frank ou pas du tout dans la façon d'appréhender ce qui se passe? Alors, le témoignage, un peu évidemment... plus âgé, effectivement, oui. Un peu plus âgé qu'Anne Frank et plus violent dans le quotidien. Mais effectivement, on est à mi-chemin entre Anne Frank et Primo Levi, par exemple, ou Anne Frank et George Sempron. Et avec des portraits, c'est ce que vous soulignez aussi, monsieur, d'amitié, quoi, de solidarité, parce que c'est aussi comme ça qu'on tient. Il parle d'un exemple est-ce que c'est Léon, oui, tout à fait. Qui brûle le pain pour avoir du charbon et pour le soigner de sa dysenterie. Exactement, oui. Alors, on a des portraits de beauté humaine, puis on a aussi des portraits de bassesse. Et c'est dans ce monde sur lequel Sylvain Vergara ne porte pas de jugement, en fait. Il le vit, il le subit.
que l'on peut, je crois, retrouver l'atmosphère qu'ont certains des adolescents d'aujourd'hui qui subissent le monde d'aujourd'hui. Donc c'est un livre qui n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre qui est très actuel, puisque c'est quelqu'un qui vit un monde qu'il ne contrôle pas et qui, d'une manière ou d'une autre, doit garder l'espoir. Vous êtes une petite maison d'édition. On vous souhaite que cette publication vous porte et vous permette de grandir. On a beaucoup parlé de la concentration de l'édition. C'est important qu'il y ait encore des petites maisons, des petits éditeurs, qui aient la liberté d'avoir des coups de cœur et d'avoir un impact. J'imagine que c'est ça aussi que vous recherchez dans votre métier. Absolument. Donc l'idée, et je pense que c'est le cas de la plupart des petites maisons d'édition, c'est d'être engagé sur un ou deux sujets, de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire sans être tenu aux lois du marché. Et puis de temps en temps, ça marche, de temps en temps, ça ne marche pas. Mais même quand ça ne marche pas, on est content d'avoir essayé. Et alors, juste une question de contexte. Il n'y a pas de notes, il n'y a pas de mise en perspective. Vous auriez aimé avoir eu le temps de peut-être de faire un travail avec des historiens autour de ce texte. Vous nous aviez envoyé pas mal de photos, il y a beaucoup de documents, il y a beaucoup de lettres. Est-ce que vous auriez aimé les adjoindre à cette publication ? Alors nous avions préparé une préface avec Patrick Cabanel, qui est un historien protestant, notamment de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, à la réflexion, on s'est dit, le texte est trop beau, il est trop puissant, brut de décoffrage, pour être délayé dans de l'érudition, de l'histoire ou de la mise en contexte. Il tient debout tout seul. Alors ce qu'on a fait, par contre, vous pouvez le voir, ça doit être en page 3, c'est qu'il y a un petit QR code, que lorsque vous flashez ce QR code, vous arrivez sur le site des éditions Ampélos, et là, il y a plus de matériel. Super, voilà, comme ça, si on veut en savoir plus. Les chemins de l'aube, c'était le titre qu'il avait choisi. C'est le titre qu'il avait choisi. Il avait choisi, donc vous l'avez respecté. Publication posthume de Sylvain Vergara, ce jeune homme devenu un vieux monsieur qui avait envie de témoigner de l'enfer vécu à Buchenwald. Ça avait été refusé et grâce à vous, monsieur, ça sort dans votre maison d'édition Ampélos. Merci beaucoup d'être venu nous raconter cette publication et cette bataille que vous avez mené, ce combat en tout cas que vous endossez.